Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire destiné à vous communiquer les résultats de l'enquête patient sur la qualité de vie des patients dialysés. Ce petit mot d'introduction aurait dû vous être fait par notre président par intérim Jean-Marc Charel. Malheureusement, il a des soucis techniques, il n'arrive pas à nous rejoindre. Donc c'est Monsieur Charel qui est notre président par intérim, mais par la même occasion, je voulais qu'on partage une petite pensée pour Alain Trouillet qui nous a quittés début décembre, notre président depuis presque 2 ans, et qui aurait certainement beaucoup apprécié être là ce soir. Donc pour aujourd'hui, c'est Fabrice qui va vous présenter les résultats de l'enquête. Nous avons avec nous aussi le professeur Frima, puisque ce travail a été fait en collaboration et en partenariat avec la SFNDT. Et ça nous donnera l'occasion de lui poser les questions sur tout ce qui concerne justement la qualité de vie des patients, toutes les questions que cette enquête a soulevées pour nous. C'est lui qui va hériter de ce gros travail de répondre à toutes ces interrogations. Je ne doute pas qu'il arrive à nous donner des petits éclaircissements. Et j'espère que pour vous, cette enquête, pour vous les patients, puisque les patients sont toujours interrogés, mais rarement au courant des résultats des enquêtes, ni de l'objectif final de ces enquêtes, j'espère que ce sera instructif et que vous comprendrez l'action de France 1 qui vous interroge souvent, mais qui a comme objectif toujours de défendre vos intérêts. Bien connaître vos intérêts, bien connaître vos besoins pour mieux les défendre. Voilà, je vais passer la parole à Fabrice qui va vous expliquer un petit peu tout ce travail que nous avons fait durant ces 6 derniers mois. Et nous lui poserons au fur et à mesure les questions, et ainsi qu'au professeur Frima sur les résultats de cette enquête. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et à très bientôt. Je suis navrée, Cécile, mais je pense que Fabrice s'est déconnecté. Donc, on va Bonsoir, attendre. vous ne m'entendez plus? C'est la soirée des difficultés techniques. Donc, merci pour votre patience. Je crains que nous ayons un problème technique. On te voit. Revoilà Fabrice. Ça fonctionnait bien. Donc, Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, j'entends. Est-ce que vous pouvez mettre votre présentation à l'écran ou... Bon, je vais vous renvoyer le message. Ça ne marche pas. Voilà. Je vous ai renvoyé le message si vous pouvez refaire la manipulation qu'on vient de... Voilà. On voit votre écran, il faut passer en mode J'ai l'impression diaporama. que vous ne m'entendez pas et je ne vous On vous entends entend pas. très bien, on vous entend très bien, Monsieur Bossert. On voit votre écran, il faut vous mettre en mode diaporama et puis passer les diapos normalement. Nous avons notre président par Écoutez, intérim, Jean-Marc bonsoir, je Charel, ne qui vous nous a entends rejoints. pas du tout, mais il semblerait que vous m'entendiez. Donc Cécile, si tu peux me faire un petit geste si... Mais ça ne va pas être très facile pour les questions, mais néanmoins, on va commencer, on va commencer comme ça. Donc j'espère que bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez à l'écran la présentation. Et ça va être un peu en mode muet, ce qui n'est pas tout à fait commode. Je ne sais pas si Nathalie peut faire un miracle de la technologie pour que je vous entende, mais moi, je ne vous entends pas du tout. Alors, néanmoins, on y va. Bonsoir, un grand merci en tout cas à la SFNDT, au professeur Frima de nous accueillir, et merci à tous et toutes d'être là pour la présentation de ces résultats de cette grande enquête lancée par France 1 sur la qualité de vie des patients dialysés. Alors, nous avons essayé de regrouper ici, vous le verrez, les grands messages qui peuvent être retenus de l'enquête. Les informations reçues permettraient d'aller beaucoup plus loin dans le détail, mais ce serait très long, très fastidieux. Et vous verrez que vous allez déjà ressortir de cette salle virtuelle avec beaucoup d'informations. Alors, cette enquête s'est faite en 2 parties. Tout d'abord, une enquête qu'on appelle qualitative, qui a été pendant 1 mois en ligne. Nous avons reçu 2892 visites, 857 réponses complètes. Et nous avons doublé cette enquête. Nous avons voulu approfondir l'enquête avec des interviews individuelles, avec des patients qui s'étaient portés volontaires pour aller creuser un peu certains sujets
de l'enquête. Les objectifs de l'enquête, on les rappelle très rapidement, brièvement. Mieux connaître le vécu des patients dialysés, comprendre leur santé globale et individuelle, comparer leur qualité de vie en fonction des modes et des lieux de prise en charge, identifier les freins à la dialyse à domicile, et enfin obtenir les fondements, les bases d'un futur plaidoyer et les bases d'une collaboration solide et étayée avec les institutions. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quels étaient les critères d'inclusion et quelles sont les réponses que nous avons retenues pour cette étude? Sur les 857 réponses, nous en avons retenu 794. Pourquoi? 624 patients étaient dialysés au moment de l'enquête, ce qui veut dire actuellement, et 170 ont l'expérience de la dialyse, qui ont été dialysés dans le passé. Nous avons retiré les questions, les réponses bien sûr des patients qui n'ont jamais été dialysés ou ceux qui n'ont pas répondu à cette question. Un point important, 40% des répondants, donc 344 patients, ont été greffés. Et au moment de l'enquête, 51% étaient à nouveau en dialyse. Alors, qui sont les répondants? Nous avons 60% d'hommes, 40% de femmes. Des femmes qui sont plutôt plus nombreuses à avoir des enfants à charge à la maison, 22%, 13% pour les hommes, et des femmes qui sont plutôt plus nombreuses à vivre seules, 38%, pour 28% des femmes. Un âge moyen des 794 répondants de 62 ans, allant de 18 à 92 ans. Un âge un peu plus avancé pour les hommes que pour les femmes, 57 ans pour les femmes, 65 pour les hommes. Et ici, une petite indication, 55% de répondants qui ont entre 18 et 65 ans. Cette donnée nous sera utile lorsque nous parlerons du travail, même si c'est un âge théorique de travail, mais sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. Un point sur les modes et les lieux de dialyse. Alors, nous avons la chance dans nos réponses d'avoir des répondants de tout profil de dialyse, à la fois sur les modes de dialyse et sur les lieux de dialyse. 37% d'entre eux sont en unité de dialyse médicalisée, 28% en unité d'autodialyse, 20% à domicile et 13% en centre lourd. 2% n'ont pas répondu à cette question. 86% de patients en hémodialyse, dont 8% à domicile, 13% en dialyse péritonéale, dont la grande, très large majorité, 95% à domicile. Là, je passe à, voilà, c'est en image ce que je viens de vous dire. Nous avons demandé aux patients comment ils ont été informés, comment ils s'informent des différents modes possibles de dialyse. Donc, le néphrologue et l'équipe soignante arrivent très largement comme première source d'information, suivi par Internet, les associations de patients et les autres patients, on pourrait presque les regrouper, et en dernier lieu par le médecin traitant. L'évolution des modalités de dialyse. Nous avons demandé aux patients si, pendant ou depuis qu'ils sont en dialyse, ils ont changé de modalité, et notamment changé de lieu de dialyse. Donc, c'est vrai pour plus d'un quart d'entre eux qui ont changé, et 62% de leur propre initiative. Donc, vous avez ici les mouvements en fait, qui ont été réalisés, donc assez logique, de centre lourd vers UDM ou UAD, la base étant de 210 patients. Ici, vous avez un nombre de patients. Des mouvements d'UDM à UAD ou un peu plus bas d'UAD vers UDM. 27 patients qui sont passés d'unité vers le domicile et 24 patients qui, quant à eux, sont passés du domicile vers des unités et un patient vers les centres. Alors, on s'est interrogé pour aller voir un peu plus dans le détail voilà, s'il y avait des informations à retirer de ces passages de domicile vers un centre ou une unité. L'âge moyen correspond à l'âge moyen des répondants de l'enquête. Ça concerne 96%, à une exception près, des patients qui étaient en hémodialyse à domicile et qui sont
qui sont retournés en unité. Un seul patient est retourné en centre lourd. Pour 58% des patients qui ont quitté le domicile, c'était leur choix. Et nous avons demandé les motifs pour lesquels le domicile a été quitté. Le premier motif, c'est à 65% pour ne pas faire entrer la dialyse à la maison. Le deuxième motif, c'est la crainte d'être mal accompagné. Et le troisième, qui concerne quand même plus d'un tiers des répondants, les personnes ne se sentent pas assez autonomes. Et au moment de l'enquête, un patient sur 4 qui avait quitté le domicile envisagerait d'y retourner. Du coup, Fabrice, je vais me permettre de t'interrompre parce que ça soulève quand même une question. On voit ici des allers-retours des patients qui semblent hésiter entre plusieurs modalités de dialyse, le centre, la maison, et on retourne à la maison, ou du moins on aimerait. Et donc, probablement un besoin de soutien, parce que quand on a du mal à choisir, c'est qu'on a besoin soit d'être mieux conseillé, soit d'avoir un soutien autour dont on manque. Et du coup, je me tourne vers le professeur Frima. Quelles solutions on pourrait envisager pour leur faciliter la vie? Disons, dans le meilleur des mondes, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour leur faciliter le choix ou peut-être l'accompagnement qui leur permettre d'être bien dans leur technique? Je commence par vous remercier pour cette invitation. Donc, je suis président de la Société francophone de néphrologie, dialyse, transplantation, et c'est important pour les professionnels, les néphrologues, de pouvoir échanger avec les patients, et l'occasion de cette enquête qualité de vie des dialysés est vraiment pertinente. Alors, pour la question finalement de l'orientation, du choix, nous savons bien que, en fait, dans le continuum de l'histoire de la pathologie, il va y avoir des bifurcations, des transitions. La première, c'est celle qui correspond à l'entrée dans la suppléance, idéalement préparée simultanément pour la transplantation quand c'est possible, et pour la dialyse. Et donc cette cette transition, elle doit vraiment idéalement être anticipée. Ça veut dire être préparé avec les équipes soignantes, bien sûr le néphrologue, mais le néphrologue n'est pas tout seul, il est le plus souvent en équipe, il est souvent, vous savez aujourd'hui qu'il y a le forfait MRC, et donc on doit avoir de l'information qui est délivrée aux patients, on doit avoir surtout, je pense que c'est ça la clé, une décision partagée. C'est difficile d'imaginer pour un traitement aussi lourd de l'imposer au patient sans lui faire comprendre de quoi il s'agit. On ne peut pas décider à sa place. On ne peut pas non plus le laisser décider tout seul. Parce que décider tout seul, il n'a pas suffisamment de repères. Donc, c'est vraiment sur les différents temps de prise en charge, des éclaircissements, des informations, essayer de mobiliser aussi chez le patient des leviers qui le font aller vers ses attentes. On sait bien qu'être à domicile, c'est souvent une attente forte. Bon. Donc ça, c'est la transition du démarrage. Ensuite, dans l'histoire des patients, il y a d'autres transitions, celles qui sont finalement bien visibles, ces transitions dialyse-greffe, mais il y a aussi effectivement des transitions entre dialyse péritonéale et hémodialyse, ou bien on peut... Ah, moi j'ai coupé mon son, donc il y avait d'interférence, et dès qu'il a fini, je te dis go. On peut être aussi dans des transitions, des retours depuis le domicile vers un centre plus médicalisé. On peut être préparé pour aller à domicile parce que c'est son choix. Donc, je pense que le message là, c'est répondre aux attentes des patients, être ouvert vers les patients et faire en sorte que on soit toujours à même de trouver ensemble la meilleure solution. Votre micro est coupé, Monsieur Bossart.
Vous nous entendez? Il faut activer votre micro. Il a été désactivé. Merci. Bien, merci. Alors j'espère qu'on m'entend à nouveau et qu'on voit mon écran. Oui, oui, très bien. Malheureusement, je pense qu'il y a un petit problème de son, donc nous allons faire de manière un peu artisanale. Je continue. Sur l'information et le soutien, beaucoup d'informations. La première, c'est qu'à 92%, les patients se sentent correctement, bien ou très bien traités par l'équipe de dialyse. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. 79% estiment avoir le soutien et les conseils de l'équipe de dialyse pour les aider à supporter la maladie. C'est ce schéma que vous voyez ici. Les patients ont répondu à plutôt vrai, totalement vrai. Toujours sur l'information, les patients se sentent informés sur les modes et techniques de dialyse à 79%. Et ils nous disent avoir pu choisir entre le domicile ou un autre lieu de dialyse pour 64% d'entre eux, et s'être vu proposer des évolutions pour la moitié d'entre eux. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons réalisé des interviews individuelles, de longs entretiens avec certains patients pour aller approfondir des sujets. Donc, on ponctuera cette présentation avec quelques témoignages reçus directement cette fois des patients. Alors, la dialyse est vue globalement comme une chance, notamment par les personnes qui vivent depuis longtemps avec leur maladie rénale. La greffe n'est pas l'horizon ou l'attente principale des patients qui ont été interviewés. Surtout que nous avons eu quelques cas de patients qui ont vécu une expérience récente de rejet de greffon. Et donc, pour mémoire, c'est la donnée que je vous avais donnée en tout début de présentation. Plus de la moitié des patients greffés sont à nouveau en dialyse à la date de l'enquête. Et enfin, à ce stade, on note que la fatigue et la dépendance aux aidants, et particulièrement prononcées chez les patients âgés, sont mal vécues, notamment chez les personnes vivant seules. D'accord, merci Fabrice. Du coup, à ce sujet, on a aussi effectivement une question qui est que effectivement, on voit que c'est pas forcément l'attente qu'on peut poser de la part de toutes les personnes dialysées. Enfin, la greffe n'est pas forcément leur attente. Et on voit que cette attente est, on peut en imaginer ça beaucoup plus répandu. Et si l'objectif ici, c'est pas de comparer la qualité de vie des personnes dialysées, le coût des traitements ou la qualité de vie des personnes greffées, il est clair que dans tous les cas, le traitement doit être celui du patient, celui qu'il a choisi, et c'est celui qui vivra certainement le mieux. Ceci dit, il existe beaucoup de freins à la greffe qui ont été repris dans le livre blanc de la transplantation. Et pour ma part, je me demandais pourquoi une prise en charge de la greffe pouvait être différente selon les établissements. Parce que c'est vrai que les patients envisagent ça aussi comme frein dans le non-dit, dans ce qui n'est pas forcément relevé par les professionnels. Ils pensent que certains établissements veulent bien les prendre en charge, d'autres non. C'est apparu aussi dans certaines émissions. Et je voulais savoir, vous, comment on peut expliquer aux patients qu'un établissement va prendre en charge leur greffe et pas un autre? Je crois qu'il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, la remarque de finalement l'attente de la greffe qui est pas forcément au premier plan pour les dialysés. Bon, je crois que c'est peut-être l'illustration dans votre enquête que la greffe a déjà été vécue par certains patients. Et on sait bien que quand on est greffé, retourner en dialyse, c'est certainement un des moments les plus difficiles, particulièrement du point de vue psychologique et du point de vue de la qualité de vie. Cependant, il faut bien insister sur le fait que pour les néphrologues, surtout avec les recommandations de la HAS 2015, la préparation d'un patient, lorsqu'il atteint le stade avancé de la maladie rénale chronique, la préparation, ça comporte l'évaluation pour la transplantation rénale. Et depuis ces recommandations, on est passé d'un nombre de patients sur liste d'attente pour la greffe qui était de 10 000 en 2014, avec recommandations 10 800 exactement, avec les recommandations en 2015. Aujourd'hui, on est à 17 000. Donc, on a une augmentation de
70%, qui ne correspond pas à l'augmentation de la taille du nombre de dialysés. Donc c'est bien un effort conséquent et général des professionnels pour évaluer les patients et jouer, je dirais, si possible, cette carte de la greffe le plus souvent possible. Néanmoins, bon, il faut aussi avoir présent à l'esprit que 2/3 des patients dialysés, compte tenu de leurs maladies associées, compte tenu de leurs problèmes vasculaires, cardiaques, parfois de cancer qui existent, eh bien, ils ne peuvent pas être greffés. Donc, pour ces personnes-là, l'objectif numéro 1, ça reste la meilleure dialyse. Et on doit aussi souligner que la dialyse, les résultats de la dialyse s'améliorent régulièrement avec une survie sur les 10 dernières années qui s'est améliorée de 30%. Donc, c'est quand même très, très significatif. Donc, voilà quelques bases. Alors après, moi, je comprends bien qu'il y ait des différences d'un centre à l'autre, parce que il faut quand même avoir présent à l'esprit que faire la greffe, c'est une organisation très complexe à l'échelle d'un établissement. Hein, c'est des chirurgiens et avec lesquels on collabore étroitement, et on peut imaginer que une équipe chirurgicale évolue, que des nouveaux chirurgiens arrivent, certains partent, et que donc il peut y avoir un niveau d'expertise qui peut être variable, et on doit tout à fait admettre qu'un chirurgien dise écoutez, là moi je pense qu'on ne peut pas faire la greffe, et c'est plutôt une chance d'avoir un établissement à proximité qui va être questionné pour savoir si c'est possible ou non, et peut-être que ce sera possible chez le voisin. C'est une complémentarité. La greffe, c'est des services de cardiovasculaire aussi approfondis, des réanimations, etc. Donc, il faut pas imaginer l'organisation de la greffe comme quelque chose de simple. C'est extrêmement complexe, et heureusement qu'on a cette possibilité de passer d'un centre à l'autre. Derrière votre réponse, on comprend que l'expertise humaine n'est pas tout à fait standardisée et lissée partout, et que finalement c'est une chance aussi pour les patients d'avoir parfois peut-être un chirurgien ou un expert dans certaines formes de la pathologie qui pourra les soutenir dans un autre établissement plutôt que celui qui était pressenti au départ, ou dans lequel ils sont pris en charge au départ. C'est bien ça ? Absolument, et il faut insister sur le travail en réseau des établissements, des services de néphrologie. Hein, c'est comme ça d'ailleurs que l'évaluation a été faite au niveau de l'Agence de la biomédecine, et cette évaluation en réseau, elle montre que comment dire, qu'il y a une égalité des chances d'accès à la liste d'attente, et que les résultats sont satisfaisants globalement. Merci beaucoup. Fabrice, Très bien. Alors, on continue, comme je vous le disais. Donc, il y a eu un deuxième, voilà, je vais apporter un deuxième témoignage de patients que nous avons interviewés, qui soulignent tous, enfin vraiment unanimement, la qualité des équipes soignantes, mais qui évoquent aussi des attentes ou des remarques. Une impression que la prise en charge en unité peut être organisée plus autour de la dialyse qu'autour du patient, qui impose, disent certains patients, des difficultés horaires, parfois compliquées lorsqu'ils habitent loin. Oui, je suis en train d'animer. Également, une demande importante d'une meilleure accessibilité des professionnels de santé autres que le néphrologue. Les cas qui ont été évoqués, le psychologue, le diététicien, et sans que le patient ait forcément à le demander systématiquement. Et enfin, donc au global, on en retient une inévitable, probablement, hétérogénéité dans la qualité et l'organisation de la prise en charge, et peut-être parfois un manque de coordination entre différents praticiens médicaux de spécialités différentes, voilà, qui est évoqué par les patients. Et peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur ces sujets un peu plus tard.
Je vous propose de passer à une question du ressenti du patient sur sa prise en charge. Nous avons posé une question au travers de l'enquête qui était précisément celle-ci. À quelle fréquence faites-vous un bilan avec l'équipe de dialyse sur votre prise en charge? Donc 52% des patients considèrent effectuer un bilan de prise en charge tous les 6 mois, 12% tous les 6 à 12 mois, 8% tous les 1 à 2 ans et 28% déclarent ne jamais faire de bilan de prise en charge. Ça fait 224 personnes, 794. Alors, il y a une question qui, naturellement, vient. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan de prise en charge, en fait? Au travers d'une enquête quantitative, on ne peut pas préciser les questions. Hein. L'enquête comportait déjà plus de 100 questions. Donc, il y a cette réserve qu'on a indiquée comme étant la perception de la notion de bilan de prise en charge par le patient mériterait vraiment un approfondissement avec les patients, les soignants, sur le sens attribué à ce terme de bilan de prise en charge et sur son contenu. Quoi qu'il en soit, parmi ces répondants qui estiment ne pas avoir bilan de prise en charge régulier, 83% trouveraient utile d'en faire un et 24% voudraient passer à domicile. Alors, on s'est sans empiéter déjà sur une partie de résultats qu'on vous donnera sur le domicile, on s'est interrogé sur les raisons qui font que ces patients ne passent pas pour l'instant à domicile. Alors, les raisons évoquées sont dans l'ordre décroissant le fait que le patient ignore la possibilité ou que ça ne lui ait pas été proposé, le manque d'espace, un sentiment de manque d'autonomie et la peur d'être mal accompagné. Et vous le verrez par la suite, le fait que l'équipe soignante éventuellement le déconseille ou que l'entourage éventuellement le déconseille ressort toujours de manière très minoritaire. S'il n'y a pas de questions ou de points, je vous propose de passer à l'état de santé, l'état moral et la qualité du patient. Vraiment un point passionnant et très riche. Alors, nous avons interrogé les patients, nous leur avons demandé d'évaluer leur état de santé, leur état moral sur une échelle de 1 à 5, 1 étant très mauvais, 5 étant excellent. Et comme vous le voyez ici, la moyenne d'auto-évaluation. Je suis un petit peu en retard, mais il m'en est venu une de questions, justement, un petit peu, excuse-moi, un petit peu en retard, sur le temps accordé, le temps perçu pour le néphrologue en charge. Et donc, ce que j'aurais souhaité demander aux professeurs, c'est que lors de ces entretiens, mais aussi lors des témoignages sur les réseaux sociaux, les patients se demandent parfois quelle est la plus-value sachant que il passe, mais il ne discute pas forcément avec lui. Et pourquoi il est payé pour ça, finalement? Parce que pour eux, le néphrologue passe. Il y a des petites coupures. Je crois qu'on peut résumer à quoi sert un néphrologue. C'est une question importante, c'est une question qui est sur la table. Donc, concernant le bilan de prise en charge, vous avez montré il y a quelques instants des informations importantes, c'est le niveau de satisfaction des personnes dialysées par rapport au personnel soignant. Donc, ce personnel soignant, il est vu à chaque séance de dialyse et donc bon, le temps de contact avec le patient n'est pas, correspond pas à 100% de la séance. C'est un temps de contact qui est contraint, mais il existe quand même et donc on voit bien que les attentes à ce niveau-là sont satisfaites. Au niveau de la surveillance néphrologique, le temps de contact avec le néphrologue, il est il peut être variable, il correspond à des visites présentielles, mais ce qui est très important de souligner, c'est que le temps de gestion du dossier par le néphrologue, il est souvent pas vu par le patient. Il y a systématiquement des examens biologiques qui sont réalisés au moins une fois par mois. Il y a des suivis de dossiers qui sont également réalisés, des gestions de dossiers pour préparer à la liste d'attente, des dossiers complexes d'accès à la liste d'attente. Ça peut être plusieurs heures de travail, plusieurs heures de discussion avec d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle un petit peu aussi un travail
qui est un travail non posté, c'est-à-dire c'est un travail qu'on ne peut pas mesurer facilement, mais moi j'ai autour de moi et dans mon équipe et je connais par ailleurs très bien comment fonctionnent les néphrologues. Il y a un temps, et les néphrologues sont très engagés aussi dans leur métier, donc il y a un temps d'approfondissement du dossier, de maîtrise du dossier. N'oublions pas que les dossiers des patients en néphrologie sont ceux qui sont les plus compliqués, si on compare à d'autres spécialités. Donc, si on a ce niveau d'expertise chez les néphrologues, c'est bien pour arriver à comment dire, trouver les meilleures solutions dans le travail du dossier. Ça, il faut vraiment le souligner. C'est un niveau d'expertise vraiment élevé. Et je termine juste en soulignant aussi que il y a des temps aussi de rencontres avec le néphrologue et que peut-être ça n'a pas été compris dans l'intitulé de la question, mais il y a quand même des consultations qui doivent être réalisées régulièrement pour les patients dialysés, tous les mois, toutes les 6 semaines pour les personnes qui sont en dialyse hors centre, proche de leur domicile, plutôt tous les 3 mois pour les patients qui sont en centre. Et bon, c'est aussi des moments particuliers. Et on a aussi des nouvelles professions qui arrivent, les infirmières en pratique avancée, qui sont des professionnels qui disposent aussi de plus de temps pour pouvoir répondre aussi aux questions. Voilà, j'essaie un petit peu de décrire un environnement qui est, j'insiste, vraiment entièrement tourné vers les soins aux patients et l'amélioration de tout ce qui peut l'être. Merci beaucoup. Donc, nous revenons à une deuxième partie qui est vraiment très importante, un point sur l'état de santé, l'état moral et la qualité de vie du patient dialysé. Donc, comme je vous le disais, nous avons demandé aux patients d'auto-évaluer sur une échelle de 1 à 5 leur état de santé au moment de l'enquête et leur état moral. Pour l'état de santé, on ressort à une note de 3,2 sur 5, donc c'est une qui correspond à plutôt bon. L'état moral est plutôt meilleur en ressenti que l'état de santé à 3,5 sur 5. Nous avons ensuite demandé aux patients s'il ressentait une évolution de sa santé sur 1 an. Et là, nous avons un score qui ressort à 2,9 sur 5, c'est-à-dire qu'on est globalement identique, sachant que si on prend la question à l'inverse, une amélioration du ressenti de l'état de santé sur 12 mois est déclarée chez 34% des répondants. Si nous continuons, alors qu'est-ce qui gêne le plus le patient dialysé? Très clairement, donc vous voyez ici, on s'est focalisé sur les réponses beaucoup ou énormément. Ce qui gêne très majoritairement, ce sont les déplacements, c'est la mobilité. Les déplacements et les voyages, ça c'est pas une surprise, j'imagine, pour les uns et les autres. Suivi par le stress lié à la maladie, à 32%. La dépendance aux soignants, à peu près un patient sur 3 aussi. Ensuite viennent l'apparence physique et les restrictions alimentaires. Aucune surprise ici. Est-ce que votre état de santé vous impose des limites dans les activités suivantes? Plus les activités sont physiquement éprouvantes, courir, monter plusieurs étages, s'agenouiller, marcher 1,5 km. Voilà, donc c'est quelque chose qui était assez attendu, mais c'est une confirmation. 85% des patients déclarent donc un assez bon ou bon état moral. Mais pour 77% d'entre eux, la maladie rend la vie trop compliquée et la maladie prend trop de temps. C'était le libellé. J'ai repris le libellé des questions telles qu'elles étaient posées. Pour 31%, donc un patient sur 3 à peu près dit avoir des relations perturbées avec la famille, famille, société. À cause du moral ou de la santé, 37% disent s'isoler, parfois à très souvent. Et 30% se disent parfois à très souvent agressifs avec leur entourage. Alors, nous avons voulu poser des questions dans nos entretiens
individuelle. Et là, à l'inverse de ce qui ressortait dans l'enquête quantitative, hein, où c'est vraiment ce qui gênait en premier, c'est la mobilité. Là, dans les entretiens individuels, les contraintes alimentaires et hydriques, les processus de contrôle du poids, etc., arrivent vraiment en premier lorsque les patients détaillent leur vie de dialysé ou leur séance. Et de même, le regard des autres est parfois difficile à supporter. Donc, on a eu des témoignages sur soit de l'excès de compassion qui gêne, ou à l'inverse, une réaction négative, alors surtout du potentiel proche aidant, qui est souvent le conjoint. S'il n'y a pas de questions à ce stade, on va creuser un peu les symptômes associés à la dialyse, déclarés et ressentis par le patient. Je vais expliquer pourquoi déclarés et ressentis, la nuance est assez importante. Quels sont les symptômes les plus fréquemment déclarés par les répondants? En premier, la fatigue ou l'épuisement. 69% des répondants la vivent au quotidien. Suivi des douleurs musculaires et courbatures, puis la peau sèche, les crampes, l'essoufflement, les mains ou les pieds engourdis, l'étourdissement ou les vertiges, les prurites ou démangeaisons, qui représentent encore plus d'un patient sur 3. Bon, viennent ensuite avec moins de présence, les nausées, envie de vomir, manque d'appétit, perte de cheveux, problème de fistule, dentaire, poitrine, cathéter. Je ne les listerai pas à chaque fois. Et donc, la deuxième question que nous avons posée aux patients, c'est de savoir quel était leur ressenti de ces symptômes. Alors, comment est-ce qu'on a mesuré ce ressenti? On a demandé aux patients de classer, lorsqu'un patient déclarait par exemple la fatigue, de nous dire si cette fatigue était tout à fait supportable, modérément désagréable, désagréable ou insoutenable. Et nous avons retenu, dans ce que je vais vous montrer maintenant, les réponses désagréables ou insoutenables. Et le constat que nous faisons, c'est qu'on note des écarts significatifs parfois entre la présence d'un symptôme et son ressenti négatif déclaré par le patient. Vous voyez par exemple que les problèmes dentaires sont présents à 17%, mais le ressenti très négatif par le patient, c'est plus de 72%. Même chose pour les crampes, les envies de vomir, les démangeaisons à 60% alors qu'elles sont présentes qu'à 32%, les problèmes de fistule qui gênent beaucoup les patients, ainsi que les problèmes de cathéter. Si nous poursuivons donc sur ces symptômes associés, en synthèse, chaque patient qui a répondu déclare un peu plus de 5 symptômes en moyenne. 23% des patients disent avoir déclaré tous les effets dont ils souffrent aux soignants. Un peu moins de la moitié disent en avoir déclaré certains seulement. Et 29% des patients disent bénéficier de traitements en réponse à ces symptômes dont ils témoignent. À domicile, on a un peu moins de symptômes déclarés par patient sur les répondants à l'enquête, plutôt 4 symptômes par patient plutôt que 5 pour la population totale. En revanche, seulement 20% des patients dialysés à domicile déclarent bénéficier de traitements contre les effets signalés. Et enfin, les patients dialysés à domicile déclarent un ressenti négatif, souvent plus prononcé de leurs symptômes. Alors, sans surprise, ici en courbe bleue, vous avez le nombre de symptômes déclarés par les patients. On a voulu voir s'il y avait un lien avec l'auto-évaluation de l'état de santé ou de l'état moral. Sans aucune surprise, vous voyez en noir, l'état moral diminue avec le nombre de symptômes. C'est la même chose pour l'état de santé et on note systématiquement un état de santé un peu moins bien noté que l'état moral dans toute l'enquête, pratiquement. Quelques témoignages issus des interviews individuelles. Nous n'avons pas eu confirmation auprès de patients interviewés et dialysés à domicile de ce ressenti négatif plus prononcé à domicile que hors domicile. En revanche, la fatigue est clairement moins prononcée chez les patients dialysés à domicile. Et enfin, quelle que soit la modalité de prise en charge, domicile ou hors domicile, les patients mettent en avant l'importance de l'information diététique et de la pratique d'une activité.
pendant ou en dehors des séances. C'est très important pour eux, selon eux, pour réduire les effets indésirables qu'on a mentionnés plus haut. Alors, un exemple qui a été pris à plusieurs reprises, la présence ou non, par exemple, de pédaliers sur le lieu de dialyse et qui peut être une source d'hétérogénéité de la prise en charge. Voilà. On mentionne cet exemple parce qu'il a été cité par des patients eux-mêmes. Si nous nous intéressons là rapidement aux patients dialysés à domicile, ils sont au nombre de 159, je vous le rappelle, 101 en dialyse péritonéale et 58 en hémodialyse. Même principe, en bleu, la présence des symptômes, en rouge, le ressenti des symptômes. Si on regarde du côté de la dialyse péritonéale, les démangeaisons, le prurite, sont bien moins supportés en dialyse péritonéale, 74%, qu'en hémodialyse, 60%. Il y a plus de fatigue déclarée en dialyse péritonéale qu'en hémodialyse. Si on regarde du côté de l'hémodialyse, les étourdissements, les vertiges sont moins bien vécus en hémodialyse, 85% quand même de ressentis négatifs, contre 56% en DP. Même constat sur les envies de vomir. Voilà, on ne s'est pas penché sur chaque poste, mais vous voyez par exemple que les problèmes dentaires sont très très mal vécus, 89% d'un côté, 100% de l'autre. Les problèmes de fistule, lorsqu'il y en a, sont très mal vécus également. Ce sont des données assez importantes à nos yeux. Nous avons fait un focus sur s'il y a des questions. Oui, professeur. Oui, une question, oui. Oui, je voulais, si vous pouvez laisser cette diapositive, je crois que c'est un des enseignements les plus forts de votre enquête, c'est que le nombre et l'intensité des symptômes présents chez les patients dialysés sont extrêmement nombreux et ils sont sûrement insuffisamment considérés par les néphrologues. Alors, que dire par rapport à ça? Je pense que d'abord, malheureusement, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que la dialyse, c'est un traitement qui permet de vivre plus longtemps et c'est le seul traitement. Encore une fois, chez 2/3 des patients, on ne peut pas envisager de transplantation, on n'a pas d'autres solutions. Donc, c'est un traitement qui permet de vivre plus longtemps, mais qui va, apporter un niveau de fonction rénale qui reste quand même modeste, puisque vous avez tous en tête, je pense, Clérance, DFG. Vous savez que quand on est mis en dialyse, en général, on est entre 5 et 10 de DFG. Avec la dialyse, on va remonter autour de 20. Ça veut dire qu'on va avoir une fonction rénale, bien sûr, qui va permettre de survie, si je puis dire, mais ça ne nous rapproche pas du niveau habituel, du niveau normal, puisque la fonction rénale normale, c'est 90. Et pour information, la greffe fait remonter jusque 60 en moyenne. Donc, on voit bien quelque part l'apport de ce traitement, mais aussi ses limites. Et ces limites, elles sont sous nos yeux ici, et c'est un objectif vraiment important. Et je voudrais souligner aussi ici quelque chose qui est en train d'évoluer, c'est que j'ai dit il y a quelques instants que sur 10 ans, on avait une amélioration de la survie parmi les dialysés qui était de 30%. Ça veut dire que les dialysés vivent 30% plus longtemps aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, grâce au progrès des techniques, grâce au progrès des soins. Mais en fait, ce qui est aussi important de souligner, c'est que il y a actuellement une étude internationale qui s'appelle SONG, S-O-N-G, comme chanson en anglais, SONG, qui en fait cherche à mettre en évidence du point de vue des patients ce qui est important. Et l'étude est en cours, mais parmi les surprises, c'est que, eh bien, finalement, ce qui est important pour le médecin, c'est pas toujours exactement ce qui est important pour le patient. Ça ne colle pas parfaitement. C'est vraiment décalé. Et si pour le médecin, eh bien, la survie, c'est quelque chose, un résultat important, pour le patient, ce qui est au moins aussi important que la survie, c'est
manifester les symptômes. Et là, on a une photographie spectaculaire de ce qu'il faut, comment dire, ce qui doit être notre objectif en partenariat avec les patients, c'est de tenir compte de cette photographie. Je citerai ici le prurit, hein, qui est présent environ on l'a vu, chez un quart des patients, mais avec un niveau d'intensité, de désagrément, de retentissement qui est important. Bon, alors, un nouveau médicament est en train d'être évalué pour gérer ce prurit. Est-ce qu'il va permettre une amélioration spectaculaire? Bon, on peut l'espérer. Moi, ça fait 30 ans que je suis néphrologue. Je peux raconter qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas le PO, hein, et que tous les patients dialysés avaient un taux d'hémoglobine à 7 ou 8. Bon, évidemment, le PO a permis une amélioration spectaculaire, puisqu'aujourd'hui, les dialysés sont autour de 10-11, et que en termes de qualité de vie ça a été une amélioration extrêmement spectaculaire. Donc, espérons que dans le futur, des améliorations de ce niveau permettent d'améliorer les choses. Et en fait, c'est un enseignement, encore une fois, très fort, ce qui est sous nos yeux. Professeur Frimal, moi j'ai également une question, parce que là, ça n'apparaît pas. La fréquence ou le moment de ces douleurs, est-ce que c'est en continu? Est-ce que c'est pendant les dialyses? Est-ce que c'est entre les dialyses? Est-ce que vous pouvez nous répondre un petit peu là-dessus pour qu'on ait une idée de la pénibilité? La séance de dialyse, ça reste un moment où en fait il peut y avoir un certain nombre de symptômes, hein. Je pense avec une recrudescence des symptômes, c'est bien sûr les crampes, comment dire, les manifestations de malaise, hein, qui sont très importantes. Ça a été souligné il y a étourdissement, vertige, ça a été souligné il y a quelques instants. Donc, le moment de la séance, c'est un moment difficile. Et d'ailleurs, les patients nous disent que dans les heures qui suivent la séance, il leur faut un temps de récupération, et que c'est seulement le lendemain de la séance de dialyse qui sont vraiment plus libres de faire un certain nombre d'activités. Alors, toutefois, il faut aussi, par rapport à ce que je viens de dire, souligner que quand on est en dialyse péritonéale, on a une organisation de la dialyse qui est complètement différente, puisque on est dialysé en continu. Quand on fait de la dialyse courte quotidienne à domicile, eh ben, on se rapproche plus de la normale, mais du point de vue du fonctionnement rénal. Mais il y a aussi des personnes qui font des dialyses longues, et on a un bon exemple d'un dialysé qui fait de la dialyse longue et qui est capable de réaliser des exploits sportifs que moi-même je serais bien incapable d'imaginer réaliser. Donc, un message, je pense, c'est de trouver avec l'équipe soignante, avec les néphrologues, c'est de trouver la meilleure recette pour être le plus soulagé possible de ces symptômes et avoir une vie qui se rapproche le plus de la normale. Et on n'est pas figé, on n'est pas fixé dans un seul type de traitement. On peut imaginer d'évoluer vers d'autres solutions. Ça peut toujours se poser des questions et essayer de trouver le meilleur équilibre. Merci beaucoup. Alors justement, vous avez un petit peu anticipé parce qu'on a fait un focus sur la douleur. Et effectivement, à la question « Avez-vous enduré des douleurs au cours des 4 dernières semaines ?» Nous avons 77% de oui, parfois, souvent à très souvent 60%, et souvent à très souvent 28%. C'est quasiment une personne sur 3. Et les patients qui sont en hémodialyse déclarent souffrir un peu plus que celles qui sont en dialyse péritonéale. 35% des patients qui souffrent déclarent ne jamais avoir de bilan. Enfin, 71% estiment avoir une bonne santé, 72% estiment avoir un assez bon état moral. C'est peut-être une question sur laquelle on pourra en revenir tout à l'heure, sur ces différences de perception qui sont peut-être liées aux maladies chroniques en général. Un focus sur le sommeil maintenant, parce que notre attention a été attirée. Un patient sur 3
déclarent avoir un mauvais ou un très mauvais sommeil et ce taux dépasse 40% chez les patients dialysés à domicile. Et effectivement, vous le voyez ici, 40% pour les domiciles, 31%, là je parle en rouge du mauvais ou très mauvais sommeil, 31% dans la population totale, 29% pour les hors domicile. Et si on compare entre à domicile, donc entre l'hémodialyse ou l'ADP, c'est plutôt défavorable à l'ADP. Et pourtant, en termes de temps de récupération, nous avons demandé aux patients combien de temps il leur faut après une séance de dialyse en moyenne pour récupérer. C'est très favorable, ici vous le voyez, à la dialyse à domicile, parce qu'à la question, à la réponse, je ne ressens pas de fatigue après la séance, 64% des patients dialysés en DP à domicile estiment ne pas ressentir de fatigue. En hémodialyse à domicile, ils sont 33%, alors que si maintenant on prend tous les lieux d'hémodialyse, vous voyez, on tombe à 13% pour les patients qui n'éprouvent pas de fatigue. En revanche, les patients à qui il faut soit plus de 6 heures pour récupérer sont quasiment 1 sur 4. Et entre 2 heures et 6 heures, voilà, ils sont plus 40%. Donc ça, c'est très favorable au domicile. Maintenant, un autre aspect de la qualité de vie, et ça, nous avons posé cette question, nous avons eu beaucoup de réponses sur la vie intime. 53% des patients estiment que leur vie sexuelle s'est dégradée à cause de la dialyse. L'âge moyen des répondants est de 56 ans pour les femmes, 64 pour les hommes, donc nous sommes dans la moyenne de notre enquête. En revanche, pas d'écart significatif sur cette appréciation assez négative entre les hommes et les femmes. Un tout petit peu plus négatif pour les hommes, mais guère plus, 36% contre 33%. Et nous arrivons à un sujet qui est lui aussi essentiel, c'est la précarité et qui sera très en lien, vous le verrez, avec le travail chez les patients dialysés. 26% des répondants disent rencontrer des difficultés financières chaque mois. 52% d'entre eux estiment qu'ils ne pourraient faire appel à personne en cas de difficulté. Nous avions posé la question pour vous prêter de l'argent ou pour vous héberger. Ils sont plus d'1 sur 2 à estimer qu'ils pourraient faire appel à personne. Et les femmes sont plus nombreuses à se déclarer financièrement plus fragiles. Elles sont 29% contre 16% pour les hommes. L'isolement ressort comme un facteur aggravant. Les personnes en couple sont en effet 18% à se déclarer en difficulté financière régulière, contre 29% pour les personnes seules. Enfin, nous avons demandé aux patients s'ils avaient fait l'une de ces 3 activités. Être parti en vacances, être allé au spectacle, faire une activité physique à l'extérieur. Une précision, d'une manière générale sur ces questionnaires, nous posons la question pour les 4 dernières semaines. Pour éviter, on ne peut pas l'exclure complètement, mais déjà l'enquête a été mise en ligne en septembre, donc le mois d'avant c'était le mois d'août, et puis on ne peut pas exclure un effet Covid, donc ces réponses sont à prendre avec un peu de précaution, mais 29% disent être partis en vacances, 15% être allés au spectacle, 28% avoir fait une activité physique extérieure au cours des 12 derniers mois et 37% ont déclaré n'avoir fait aucune de ces 3 activités. Un témoignage à ce stade issu des entretiens individuels. Les difficultés financières touchent surtout les personnes qui ont commencé leur dialyse pendant la vie active et ça impactant leur insertion professionnelle, ainsi que les personnes seules. Enfin, une demande récurrente, c'est celle d'une meilleure information sur les droits et les démarches relatives au handicap, à la validité, et donc un meilleur accès plus facile, plus systématique aux services d'assistance sociale. Je passe au travail qui est très lié à ces questions de précarité. Un peu moins d'1 patient sur 4 déclare travailler. 37% ont réduit leur temps de travail ou arrêté de travailler depuis la dialyse. Et on a un taux de personnes qui se déclarent en difficulté financière plus important chez ceux qui ont dû arrêter de travailler que chez ceux qui
travaillent encore malgré la dialyse. Au total, la dialyse aurait impacté professionnellement. Oui. Fabrice, est-ce que ces taux correspondent à des personnes qui sont en situation de travailler? Parce qu'on a beaucoup de personnes âgées. Alors, tout à fait, et nous allons y venir. Ça, c'est sur la population totale. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont entrées en dialyse alors qu'elles avaient moins de 60 ans et qui peuvent en avoir 65 aujourd'hui. Donc, c'est la population totale. Alors, c'est pourquoi je réponds à ta question. Vous vous souvenez que nous avions précisé que nous avions 55% des répondants à l'enquête qui sont en âge théorique de travailler, les 18-65 ans. Donc, ces données sont peut-être plus intéressantes, hein, Cécile. Parmi ces 55% de personnes en âge de travailler, 34%, ça c'est une donnée, déclarent qu'elles préféreraient réaliser leur dialyse à domicile. 42% disent avoir dû arrêter de travailler du fait de la dialyse. Et 21% de ceux-ci, de ces 62, déclarent qu'ils pourraient travailler à domicile. Alors, j'attire l'attention sur le nombre de répondants. Voilà, on ne peut pas extrapoler sur des populations très importantes. Néanmoins, 21% qui ne sont pas dialysés à domicile disent que s'ils étaient dialysés à domicile, ils pourraient travailler. Et ce qui est quand même assez marquant, même si le nombre absolu est faible, c'est que 11 sur 13 se déclarent en difficulté financière chaque mois. C'est 85% contre 26% en moyenne. Je ne sais pas si ça répond partiellement à la question de Cécile, mais on ébauche là des pistes en faveur de la dialyse à domicile, à mon sens. Enfin, sur le travail, je terminerai là-dessus sur le travail, nous avons essayé de regarder s'il y avait une différence d'état moral lié au travail. Donc, en orange, vous avez la population totale de nos 794 dialysés. En violet, les dialysés à domicile. Le plus défavorable, c'est l'hémodialyse à domicile et qu'il y a un travail, où l'état moral est beaucoup moins important que dans les autres catégories. Sinon, il n'y a pas d'enseignement majeur à en retirer, à mon sens. Y a-t-il des questions à ce stade où nous passons à la dernière partie de cette présentation dédiée au passage à domicile? Moi, j'en ai une. Alors, ça vient peut-être aussi d'un passé professionnel en santé au travail. On parle autant de maintien en emploi comme étant une mission principale de cette activité. Et du coup, on voit à travers combien la peut être destructrice du projet de vie, puisque quand on est obligé d'arrêter, forcément, le projet de vie en prend un coup. Et comment on retrouve un emploi après, même quand on est greffé, le temps qu'a pu durer la dialyse et éventuellement un retour en dialyse. On se demande comment préserver ces emplois, sachant que visiblement la technique de dialyse ne suffit pas. On ne sait pas parce que les gens sont dialysés à domicile qu'ils conservent nécessairement leur emploi. Et du coup, je voulais savoir, professeur Frima, quelle est votre expérience à ce sujet? Est-ce que vous avez des contacts avec ou eu des contacts avec des services de maintien en emploi ou des services du handicap? Et comment ça se passe pour vos patients quand ils essaient de faire des tentatives pour rester dans l'emploi? Il y a une connexion? Est-ce qu'il y en a pas? Ce qu'il faut, là, ce qu'il faut peut-être souligner sur l'enquête, c'est qu'elle est intéressante parce qu'en fait, il y a une représentation significative des patients jeunes. Parce que je rappelle que l'âge moyen en dialyse, c'est 70 ans et que donc, évidemment, on est moins concerné par ce sujet. Mais je pense que dans votre enquête là, qui continue d'être exploitée, il faut faire ressortir cela. Et on voit bien qu'il y a des efforts à faire pour essayer de maintenir l'emploi ou privilégier, enfin essayer de favoriser le retour à l'emploi. Alors, moi, j'ai pas de recette miracle à proposer. Est-ce que le message qu'on donne habituellement à une patiente qui arrive en dialyse, c'est que qui se rapproche de la dialyse, c'est qu'il faut vraiment tout faire pour essayer de maintenir le plus possible la vie normale, hein, sans rupture, et donc y compris le travail. Alors,
je voyais la photo que vous montriez en illustration il y a quelques instants. C'est une personne qui dialyse chez elle, qui semble faire du télétravail. Ça, c'est quand même aussi une nouveauté. Est-ce qu'on doit aussi travailler dans ce sens-là? Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment décortiquer et mettre en évidence et faire des propositions. Merci beaucoup. Notre dernière partie, donc consacrée à la dialyse à domicile, au passage à domicile. 635 répondants sont actuellement dialysés hors domicile. Parmi eux, 19% déclarent vouloir passer à domicile. 78% disent ne pas le souhaiter. Donc, naturellement, la question qui vient, c'est quels sont les obstacles. La photo est un peu facile, excusez-moi, mais la réponse est intéressante. Les patients qui voudraient passer à domicile évoquent les freins suivants. Ça ne leur a pas été proposé ou ils ignorent que c'est possible. Il y a un pourcentage très important. Et on retrouve le manque d'espace, le sentiment de manque d'autonomie, la peur d'être mal accompagné. Pour ceux qui disent ne pas vouloir passer à domicile, les arguments principaux qui sont avancés, c'est de ne pas faire rentrer la dialyse à la maison, très majoritairement, 62%, et nous retrouvons les mêmes arguments, le manque d'espace, le manque d'autonomie, la peur d'être mal accompagné, et très, très minoritairement, l'entourage le déconseille ou l'équipe le déconseille. Alors, les personnes seules sont légèrement moins nombreuses à envisager de passer à domicile, mais ce n'est pas criant. Et moi, je voudrais insister sur des témoignages que nous avons eus lors des entretiens. Le rôle du néphrologue est vraiment très important aux yeux des patients, tant pour l'information que pour la réassurance. Il faut vraiment ils ont besoin de se sentir accompagnés, rassurés pour passer à domicile. Et un frein majeur pour eux, et ces mots ont été prononcés, c'est la peur de mal faire et la peur, j'ai mis où, mais c'est et sans doute, et la peur de se faire mal, en fait, en passant à domicile. Et enfin, l'intérêt pour la dialyse à domicile est d'autant plus grand que le temps de trajet au centre de dialyse est important. Donc la personne est en âge de travailler mais n'arrive pas à s'insérer professionnellement. Du coup, pardon, moi j'ai des questions là-dessus. On voit qu'il y a quand même des freins à la dialyse à domicile donc, c'est deux questions en une, en fait. Pensez-vous que la localisation du traitement qui réduit la fatigue, ou est-ce que c'est plutôt la fréquence des modalités de dialyse, qu'on fasse deux fois par semaine ou 3 fois par semaine avec ou une longueur de dialyse différente? Et du coup, quels sont les leviers et les freins qu'on pourrait mener enfin, quels sont plutôt les leviers qu'on a face aux freins qui ont été marqués sur la dialyse à domicile, si tant est qu'elle est demandée, bien sûr. Ou comment faire comprendre aux patients, est-ce que le temps médical qui est accordé au néphrologue est suffisant pour pouvoir débattre longuement avec son patient et avoir cette attitude pédagogique qui prend du temps forcément, toutes ces questions à explorer, et est-ce que peut-être d'autres professions en soutien pourraient faire cette phase en soutien du néphrologue? Il y a un temps médical restreint finalement face à une population dialysée qui réduit. Grosse question. Si on s'arrête sur la fatigue, c'est une remarque qu'on nous fait souvent. La dialyse, c'est fatigant. La dialyse, je ne vais pas supporter. Bon, c'est comment dire, tout à fait normal d'avoir ce type de réaction par rapport à un traitement qui est aussi lourd, aussi intrusif dans la vie quotidienne. Donc, ce que nous rapportent les patients, c'est que la dialyse à domicile, ou la dialyse hors centre, avec une adaptation du traitement, c'est quand même quelque chose qui permet de vivre le plus normalement possible. Et j'ai discuté avec un patient qui me disait que à dialyse à domicile, il va pouvoir décaler son horaire de dialyse parce qu'il a une manifestation dans sa vie personnelle, un repas avec des amis, une sortie, et donc il fera sa séance à un autre moment. Et donc finalement, c'est la fatigue tout autant morale que physique, elle peut aussi
être un petit peu, entre guillemets, diminué, un petit peu adouci par cette souplesse, par ce traitement qui est vraiment adapté au mieux aux besoins du patient. Donc, mon expérience dans le suivi des patients dialysés à domicile, c'est que hémodialysés ou en dialyse péritonéale, c'est qu'il y a vraiment un potentiel comment dire, de souplesse et d'adaptation qui est fort pour permettre aux patients de se sentir mieux. Toutefois, on a vu également qu'il y avait quand même beaucoup de patients qui étaient complètement isolés au domicile et on sait très bien aussi que dans certaines conditions, le temps de contact avec d'autres personnes, hein, le temps social, si je puis dire, d'interaction sociale, eh bien, il existe pour certaines personnes durant la séance de dialyse. Donc, voir des personnes 3 fois par semaine, ça devient quelque chose qui compte et ça existe aussi. Hein, donc, bon, il faut un petit peu personnaliser comment dire, la prise en charge. Et concernant l'augmentation du nombre de patients dialysés, transplantés, l'augmentation du nombre de patients en suivi avant la suppléance, bon, ben, et ce qui est important de souligner, c'est que on travaille pour former des infirmières en pratique avancée, des IPA, hein, qui est un nouveau métier qui s'ajoute au métier actuel, avec notamment aux côtés des médecins dans les structures pour permettre des consultations, des adaptations de traitement, des temps de contact avec le patient plus longs. Donc ça, c'est quelque chose auquel nous croyons beaucoup, les infirmières IPA. Merci beaucoup. Donc je reviens. Nous avons fait donc un focus sur les patients dialysés à domicile actuellement. L'âge moyen est plutôt inférieur à l'âge moyen des répondants, 59 ans pour les dialysés en dialyse péritonéale, qui font à 45%, qui déclarent faire à 45% leur séance de nuit. Nous avons à domicile en dialyse péritonéale 26% de greffés contre 44% en population totale. Pour les hémodialysés, moyenne d'âge 55 ans, 14% de séances de nuit, 64% de greffés. Peu d'égards d'auto-évaluation, état de santé, état moral, là-dessus je passe. 23% des dialysés à domicile, nous l'avions dit, travaillent. Parmi ceux qui ne travaillent pas, 26% déclarent des problèmes financiers. Là, je passe, je vous ai déjà montré ces graphes sur les temps de récupération. Sur les activités, spécifiquement sur les patients dialysés à domicile, vous le voyez hein, sur les activités, donc le domicile c'est plutôt défavorable au domicile. Les patients partent plus ou moins en vacances, font beaucoup moins d'activités physiques extérieures. Sur les spectacles, c'est à peu près la même chose. Et si nous regardons sur les rapportés au mode de dialyse, hein, hémodialyse, dialyse péritonéale et le total des patients à domicile, là, c'est plutôt défavorable à l'hémodialyse à domicile pour les départs en vacances. Même chose pour les spectacles, même chose sur l'activité physique. En revanche, et nous terminerons sur deux tableaux. Alors, il y a une masse d'informations là-dessus. Mais globalement, ce qu'on retient, c'est que les critères, pratiquement tous les critères liés à l'entourage, l'équilibre, sont plus favorables dans l'enquête à la dialyse à domicile. Par exemple, si nous reprenons ici la totalité de nos dialysés à domicile en comparaison de la population totale des 794, ils se sentent plutôt moins un poids pour la famille, 30% contre 39% sur la population totale. Ils s'isolent plutôt moins. Moins d'agressivité déclarée avec l'entourage, ça c'est significatif, moins de problèmes de concentration, parfois très souvent, vous savez, vous avez toujours cette gradation. Et enfin, les patients dialysés à domicile déclarent plutôt moins de douleurs, 23% contre 25%, pour les patients qui souffrent souvent à très souvent, et parfois à très souvent, l'écart est plus significatif. 45% pour les dialysés à domicile contre 55%. L'avis
familiale, relation, amis est légèrement plus favorable, déclarée par les patients à domicile. Et je terminerai sur cette donnée. 50%, c'est-à-dire un patient dialysé à domicile sur 2, se déclare prêt à aider éventuellement un voisin dialysé à domicile, contre 17% pour la population totale. Nous aurions pu vous donner beaucoup plus d'informations encore, rentrer beaucoup plus dans le détail, croiser beaucoup plus de données. C'est peut-être ce que nous ferons, hein, et ce que fera France Rhin avec ses partenaires par la suite, parce qu'on a une telle masse d'informations qu'on peut creuser de nombreux sujets. Mais voilà ce que nous voulions vous montrer aujourd'hui, et je vous remercie de votre attention. Alors moi, j'avais quand même une question qui vient un petit peu, puisque il y a finalement assez peu de domiciles, et une question qui remonte à travers le questionnaire, à travers les témoignages, et que nous, on retrouve en ligne régulièrement, concernant les différences de prise en charge d'un centre à l'autre. Il ne s'agit pas forcément de prise en charge médicale, dont on va pas, enfin, c'est pas pertinent ici, on ne va pas discuter de ça, les néphrologues font forcément bien leur travail, mais on va parler plutôt de l'accueil, de la collation, des pédaliers, des couvertures, etc. Et quelle est la position des professionnels face à une requête qui n'est pas médicale, mais qui impacte tellement leur ressenti de patient, l'impression d'être pris en charge de façon plus humaine et un peu moins, on va dire, l'usine à dialyse, c'est très méchant, on dit comme ça, hein, mais c'est un peu provocateur exprès. En fait, pensez-vous qu'une meilleure homogénéité de prise en charge pour éviter certains patients, une attitude un peu clientéliste, qui est parfois justifiée, hein, parce qu'ils ne se sentent pas forcément bien dans un centre par rapport à l'autre, parce que l'autre a une offre qui leur plaît plus. Ouais. Il y a, dans les enquêtes de satisfaction qui ont été menées par les professionnels néphrologues, on sait qu'il y a des différences entre les centres. J'ajoute ici d'ailleurs que la satisfaction des patients qui était la plus élevée, c'est pour les patients à domicile dans l'étude que nous avions faite. Donc un nouvel argument pour être au domicile finalement. Bon, il y a tout un environnement de séance qui est important. On retient quand même que le plus important, l'interaction avec le personnel, les soins, est considéré quand même à une écrasante majorité comme de grande qualité. Donc après, il y a aussi des normes. On a des surfaces, on a des matériels qui sont obligatoires. Bon, il reste sans doute des différences persistantes. Par exemple, vous avez cité les pédaliers pour faire de l'exercice pendant la séance de dialyse. Bon, dans notre centre, on n'a pas encore pu les acquérir, alors je sais que ça existe dans d'autres centres de la région. Bon, on essaie de progresser, on peut toujours faire mieux. Merci beaucoup. Si vous avez fini, je propose de laisser le mot de la fin à Jean-Marc, qui finalement a été privé de son introduction. Merci d'avoir pu nous rejoindre, Jean-Marc, malgré les difficultés. Alors c'est le direct, hein, avec des fois les problèmes techniques, ça arrive. Et bon, ce n'est pas grave, tu as bien introduit le sujet. Donc pour conclure ce webinaire, je voudrais d'abord dire que ceci n'est qu'un début, hein, puisque tout ce qu'a présenté Fabrice va faire l'occasion de réflexion au sein de France Rhin, mais aussi avec les professionnels, et on compte sur vous, professeur Frima, pour travailler à nos côtés, pour produire du plaidoyer et aussi prévoir la dialyse de demain. Je pense que ça va être un de nos axes déjà pour cette année 2022 et sûrement encore pour quelques années. Alors, je voudrais quand même vous rappeler aussi, c'est que France Rhin est une association de patients qui est créée il y a 50 ans par les patients et pour les patients atteints d'insuffisance rénale. Et on peut, en un demi-siècle, voir le chemin parcouru, le professeur Frima le disait tout à l'heure. Et nous aurons l'occasion un peu de remonter le temps, hein, de regarder dans le rétroviseur, comme on dit, pour mieux envisager l'avenir. Et donc, lors de notre congrès du cinquantenaire qui se tiendra au mois de novembre à Paris,
J'espère vous y retrouver nombreux pour souffler à nos côtés les 50 bougies de l'association. Encore un grand merci à tous pour ce moment passé avec vous, ainsi qu'aux personnes qui, dans l'ombre, ont permis cette 4e rencontre. C'est le professeur Marie-Van Nourmand avait lancé un petit peu ce projet de webinaire en commun SFNDT France-Rhin. Moi, je la remercie pour cela et le professeur Prima continue dans la même direction. C'est vraiment appréciable pour nous de vous avoir à nos côtés. Et puis aussi, il ne faut pas oublier les gens qui travaillent dans l'ombre. Hein. Je pense notamment à votre directrice administrative de la SFNDT, à Mme Nathalie Revel. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et puis au plaisir de vous retrouver, soit pour un nouveau webinaire, soit pour nos 50 ans à Paris. Merci à vous tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Fabrice.